Alors, force est de constater depuis 2008 que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette crise, elle a fait qu'engraisser ceux qui avaient déjà plus besoin de ceinture pour serrer le pantalon. Et mieux, sous couvert d'efforts nationaux, partout dans le monde, là où les travailleurs avaient arraché, par la force de leur lutte, des droits et des avantages, les gouvernements de droite comme de gauche, main dans la main avec le patronat, le reprennent. Et pourtant, du pognon, ils en ont. Et la reprise, c'est que l'augmentation des richesses des riches. Car l'argent coule à flot pour les nantis de ce monde, avec environ 427 milliards de dollars de dividendes globaux versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires au milieu de l'année 2014. Quelle indécence face aux 23 millions de chômeurs de l'Union européenne qu'un seul dirigeant, comme celui de Sanofi, touche 4 millions d'euros de primes de bienvenue et une rémunération annuelle entre 3 et 4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il reste 1 million d'euros flottants qui semble un grain de sable pour ces gens-là. Quelle indécence encore qu'en France, on entende parler de surproduction de viande, de lait, de fruits et légumes, quand en 2014, les Restos du Cœur chiffraient à 130 millions le nombre de repas distribués, soit 121 millions de plus qu'il y a 30 ans. Quelle indécence enfin d'invoquer le manque de moyens, de monter de nouveaux barbelés, de déployer la flicaille devant les quelques centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants fuyant les guerres et la misère dont seuls les impérialistes sont responsables. Et ce d'autant que les frontières européennes s'ouvrent grand aux pilleurs de richesses, aux dictateurs squatteurs de plages et d'hôpitaux publics et aux acheteurs d'avions de guerre. Et les gouvernements ne sont pas de pauvres marionnettes soumises à la loi du marché. Les Merkel, les Hollande ont choisi leur camp, celui des rapaces de la finance et des exploiteurs. Le pouvoir qu'ils ont, ils l'utilisent à enfoncer chaque jour davantage les populations dans la misère et dans la peur. La Grèce est leur terrain de jeu privilégié en ce moment et leur sert d'outil de chantage. Plus les travailleurs et la jeunesse y perdront de droits, plus notre camp social en sera affecté, partout ailleurs dans le monde. Mais on en a soupé de leur discours sur les responsabilités. Et nous devons le dire tout net. On ne doit rien. Et leur dette, on ne la payera pas. Qu'ils piochent l'argent des 4 500 milliards d'euros mis à disposition des banques depuis 7 ans. D'Athènes à Paris, en passant par Baltimore, par Madrid ou encore Bursa en Turquie, les parasites, les profiteurs, les pollueurs, ce ne sont pas les travailleurs du Pirée, les femmes de ménage des hôtels de luxe, les adolescents noirs, les sans-logis ou les ouvriers de chez Renault. Eux, au contraire, nous ont montré cette année que malgré toutes les tentatives de mise à genoux, la rage créée par la situation politique et sociale donnait l'envie de se battre à des générations de salariés et de jeunes. En France, par exemple, les grèves sur les salaires ont largement dépassé le cadre traditionnel des négociations annuelles obligatoires, les NAO, totalement à contre-courant du discours dominant qui martèle que les caisses sont vides et que tout à chacun doit poursuivre ses sacrifices pour mieux rebondir un jour lointain. Les salariés d'EcoCert, de la SNECMA, de Carrefour Market, de Keolis, pour ne citer qu'eux, ont décidé de se mettre en grève pour revendiquer une augmentation de salaire et des primes. De l'agitation un peu habituelle, la revendication sur les salaires est devenue l'objectif à atteindre, et ce, souvent après les annonces des revenus faramineux et autres retraites chapeaux des dirigeants, mais aussi face à l'indigence exacerbée des conditions de travail et de vie, parce que trimer au travail s'accompagne désormais de services publics dégradés par les coupes budgétaires à répétition, qui entraînent forcément une qualité de soins, d'école, de transport au rabais. Alors il est grand temps de les stopper avant qu'ils n'aient notre peau. Parce que les capitalistes en réalité n'ont peur que d'une chose, des travailleurs en mouvement. C'est d'ailleurs pas un hasard qu'en France, la répression contre les militants syndicalistes reste un axe central de la politique patronale. Il y a chaque année plus de 15 000 demandes de licenciement de salariés protégés. Cette politique vise d'abord les militants lutte de classe, mais elle cherche aussi et avant tout à dissuader d'agir l'ensemble du prolétariat. À ce titre, l'exemple des grèves des postiers est très parlant. On a des grèves à répétition qui permettent des victoires partielles, qui font converger différents services, avec à l'intérieur des militants qui posent la question de la convergence des luttes et tentent de la mettre en pratique. Alors, sentant le danger, direction de la Poste, main dans la main avec le gouvernement, veulent faire un exemple pour faire taire les autres. C'est pourquoi ils tapent un grand coup en révoquant notre camarade Yann Lemairer de la fonction publique, alors qu'une telle procédure n'était pas arrivée depuis 1951.
Mais face à cette détermination du camp de la bourgeoisie, il faut dire sans détour que l'ensemble des organisations syndicales a préféré jouer la carte du confort, le terrain connu du dialogue social, au chaud dans les salons, plutôt que d'écouter la voix de celles et ceux qui non seulement se battaient, mais commençaient à comprendre que la lutte, secteur par secteur, serait vaine à long terme. C'est cette compréhension qui a fait se rencontrer des postiers et des salariés de Carrefour Market, des grévistes de Radio France et des intermittents, des manifestants condamnés à la prison ferme, comme à Toulouse notre camarade Gaëtan, avec des militants de la Confédération paysanne au bal des réprimés. Et ce renoncement des organisations syndicales amène à un véritable gâchis au regard des possibilités qui se sont exprimées cette année, dans l'éducation nationale par exemple, ou bien encore dans la santé. L'envie d'en découdre était manifeste, pour leurs droits comme salariés, mais plus généralement, par rapport à une certaine idée de la société faite de droits et de solidarité. Alors oui, les obstacles sont importants, mais dans cette situation instable, on ne peut évacuer de nouvelles accélérations qui, d'une situation socialement et politiquement tragique, ont amené en Grèce, par exemple, à des grèves monstres, à des grèves générales monstres, à des occupations de place, des solidarités qui annoncent sans ambiguïté le refus de payer, le refus de suer, le refus d'avoir faim à la place et pour le seul intérêt des capitalistes. Ces différentes expériences, dont la Grèce est pour l'instant la plus aboutie, doivent nous amener aujourd'hui et pour les semaines à venir et les mois à deux réflexions. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'issue positive pour les classes populaires si l'énergie de leur lutte finit coincée dans les institutions, même si celles-ci sont aux mains d'un gouvernement dit radical et qui pourtant n'aura pas hésité à envoyer sa police cogner les manifestants révoltés par le 3e mémorandum. Deuxième élément, c'est que pour mener au bout ces mobilisations, qui mettront à sac toutes les structures d'organisation de la bourgeoisie, pour se créer leur propre structure de décision, il faut que les militants, convaincus de la nécessité de renverser le capitalisme, s'organisent, se coordonnent, interviennent dans les secteurs clés pour y défendre consciemment cette orientation et arrivent à se saisir des opportunités de la situation pour transformer la réalité. Alors ce soir, d'une certaine manière, ce qu'on a envie de vous dire, c'est capter la rage de celles et ceux qui se soulèvent, qui agissent. C'est l'envie qu'on veut donner à toutes celles et ceux qui sont là ce soir pour amorcer notre rentrée. Donc c'est à moi qui ai choisi la responsabilité de faire l'intervention positive sur la militarisation du monde. Donc je vous annonce que je ne vais pas vous rapporter beaucoup de bonnes nouvelles. Je voudrais juste commencer en se souvenant qu'il y a un an, à cette même université d'été, on avait beaucoup parlé d'un endroit du monde qui était la bande de Gaza. C'était l'été 2014, c'était l'opération dite Plomb durci, avec 2200 morts, dont 550 enfants. Et c'est vrai que l'université d'été avait été beaucoup placée sous le signe de la solidarité avec les Palestiniens de Gaza et avec les Palestiniens en général, et au-delà avec les peuples en lutte contre les armées coloniales, contre leurs alliés, contre les États qui les soutiennent et qui essayent tant bien que mal de résister dans des conditions souvent très difficiles. Un an après, malheureusement, si je repars de la bande de Gaza, c'est pour donner des mauvaises nouvelles. Sachez que c'est juste un chiffre, mais des fois les chiffres parlent beaucoup. Pour la première fois depuis 50 ans, la mortalité infantile a augmenté dans la bande de Gaza, en raison du blocus, évidemment, en raison de la politique de complicité de nos chers gouvernements avec l'État d'Israël. Et donc pour la première fois, d'après les chiffres des Nations Unies, la mortalité infantile a augmenté. D'après les experts en démographie, on n'a jamais vu des augmentations pareilles, à part dans les pays d'Afrique qui ont été victimes des épidémies de sida. Voilà, c'est la réalité de la bande de Gaza aujourd'hui, mais la réalité de la bande de Gaza aujourd'hui, c'est aussi que les Palestiniens continuent d'être là, continuent de résister, en Cisjordanie aussi, à Jérusalem aussi, et on a pu le voir au cours de l'année écoulée. Si je parle des Palestiniens, c'est parce que c'est des gens dont on parle souvent, et où on a une activité importante de solidarité avec les Palestiniens, mais c'est aussi pour ne pas oublier tous les autres.
tous les autres qui sont victimes de cette militarisation du monde, qui sont victimes de la multiplication des conflits armés qui impliquent soit directement, soit indirectement les grandes puissances impérialistes. Depuis 5 ans, il y a 14 conflits militaires qui se sont soit réouverts, soit des nouveaux conflits militaires. Et il y a quelque chose d'assez frappant aussi, mais je ne développerai pas plus parce que ça sera en partie l'intervention de Fatih, c'est que pour la première fois cette année, d'après le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, le nombre de réfugiés déplacés et demandeurs d'asile politique a dépassé la barre des 60 millions dans le monde. En 2014, c'est 41 500 personnes par jour qui sont des nouveaux déplacés, des nouveaux réfugiés. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, on était à 35 millions à peu près, aujourd'hui on est à 60 millions. Et malheureusement, les choses ne vont pas s'interrompre, les choses ne vont pas s'arrêter. Et là, j'ai une pensée toute particulière pour la population syrienne. La population syrienne, aujourd'hui, sachez, je vous envoie plein de chiffres dans la tête, mais ça va, il est encore tôt, je pense que vous pouvez les retenir. Sur une population de 22 millions d'habitants, on compte aujourd'hui 11 millions de réfugiés et déplacés. Donc c'est la moitié de la population syrienne. 4 millions de réfugiés, 7 millions de déplacés à l'intérieur, victimes de la double barbarie du régime Assad, qui n'hésite pas à employer les pires méthodes pour mater son peuple et l'écraser, mais aussi la barbarie de l'État islamique, qui, on le sait aussi, a une politique d'oppression et de commission de massacres assez systématiques qui explique ces développements tragiques dans la région. Sauf qu'on ne peut pas comprendre ces développements tragiques si on ne les met pas en relation avec l'évolution de la situation internationale de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des affaires locales. Bien évidemment, les dynamiques sont locales, les dynamiques sont régionales, mais ce qui se passe dans cette partie du monde, et notamment en Syrie et en Irak, sont la conséquence des politiques des pays impérialistes, et notamment la conséquence de la destruction de l'Irak. La destruction de l'Irak qui aura pris plus d'une décennie, avec la première guerre du Golfe en 91, avec l'embargo qui a suivi, 1 million de morts, dont 500 000 enfants, avec la deuxième intervention de 2003, avec l'occupation, avec la destruction de l'appareil d'État. Et c'est ça qui permet de comprendre comment des courants comme l'État islamique ont pu se développer sur les ruines de pays détruits par les interventions impérialistes, soit parce qu'ils interviennent directement, soit parce que des impérialismes régionaux qui sont leurs alliés multiplient eux aussi, depuis ces dernières années, les interventions militaires directes. Alors la formule veut tout et rien dire, mais on est dans une période de guerre, au pluriel. Les conflits armés se multiplient, et on ne peut pas avoir de vision simpliste qui consisterait à dire bon, c'est l'Occident qui bombarde les pays du Moyen-Orient ou du Sud. C'est plus compliqué que ça. Il y a des pays émergents, des petits impérialismes émergents dans cette région du monde, et je pense entre autres à l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui ni l'un ni l'autre ne sont nos alliés, ni l'un ni l'autre, qui les uns comme les autres défendent des politiques et ont des projets politiques qui sont contradictoires avec ce que nous, on peut défendre, et qui participent directement ou indirectement de la multiplication des conflits armés, et notamment de leur traduction qui est la multiplication du nombre de réfugiés. Et il ne faut pas oublier, évidemment, dans tout ça, le rôle de la France. La France, notre cher pays, qui non seulement ne lutte pas contre cette tendance à la militarisation et contre cette tendance à la multiplication des conflits armés, non seulement ne lutte pas contre, mais participe grandement, directement ou indirectement, soit directement par des occupations militaires directes, seules ou avec d'autres, soit indirectement en soutenant des régimes, en leur vendant des armes. Je ne sais pas si vous avez vu quand même cette espèce de sketch où on nous explique que pour des raisons de politique et d'éthique, on va peut-être pas vendre des frégates à la Russie, mais on se pose la question de les recycler à l'Arabie Saoudite pour des raisons de politique et d'éthique. C'est quand même ces gens-là qui nous dirigent et qui nous donnent des leçons de démocratie et de respect des droits de l'homme et de liberté d'expression, alors qu'ils s'apprêtent à faire ce qu'ils ont déjà fait dans d'autres pays de la région. On vend des Rafales à Sisi,
le dictateur égyptien. On passe des contrats d'armement avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite. C'est une participation directe de l'impérialisme français, même si ce n'est pas les armées françaises qui interviennent dans ces régions-là. L'Arabie Saoudite aujourd'hui bombarde le Yémen. L'Arabie Saoudite participe de la contre-révolution régionale, et la France évidemment joue un rôle là-dedans, et ce sera le dernier point, joue un rôle dans sa politique extérieure, mais ça a aussi des traductions dans la politique intérieure. Et ça, il faut qu'on en prenne aussi la mesure. Dans la politique intérieure, c'est quoi? Eh ben, c'est notamment, alors des choix budgétaires évidemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le seul budget qui a la chance d'augmenter dans les 3 années qui viennent, c'est le budget de l'armée. Voilà, qui a pris 4 milliards pour l'exercice 2016-2019. Voilà, de l'argent finalement, il y en a des fois. Quand il s'agit de construire et de consolider une emprise sur des marchés émergents ou des marchés traditionnellement contrôlés par la France. Mais c'est aussi la construction d'un ennemi de l'intérieur. Un ennemi de l'intérieur avec l'adoption désormais officielle par Manuel Valls de la rhétorique du choc de civilisation, terme qu'il a employé lui-même. Manuel Valls a parlé de choc de civilisation. Et cette construction de l'ennemi de l'intérieur, évidemment, cible prioritairement les musulmans, avec un développement de la base au sommet de l'État, non seulement d'une rhétorique islamophobe, mais d'une véritable politique de stigmatisation qui joue un rôle de définition d'un « eux » qui n'est pas un « nous », et qui joue un rôle finalement de construction de soi-disant identité collective, identité commune, le charlisme, contre l'autre, et l'autre, il faut bien qu'il existe, et l'autre, évidemment, c'est le musulman. Je terminerai, évidemment, c'est le musulman, mais derrière le musulman, il y a aussi le migrant, il y a aussi le militant de la solidarité avec la Palestine, qui n'est pas très clair par rapport au Hamas. Il y a aussi les militants anti-impérialistes. Il y a tous ces éléments-là qui sont bien évidemment contenus derrière, et ça joue un rôle fonctionnel, cette stigmatisation et cette islamophobie. Et donc pour terminer, parce qu'ici on n'a pas toujours toutes les nouvelles, donc je vais vous en apporter une. Vous savez qu'il y a eu une tentative d'acte terroriste, on ne sait pas, mais en tout cas violent, dans un Thalys récemment. Et le gouvernement a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un service de dénonciation par téléphone des activités anormales en gare ou à bord d'un train. Et donc le secrétaire d'État, questionné ce matin à propos de potentielles logiques discriminatoires qu'il pourrait y avoir dans ces logiques de dénonciation, répond: chaque fois qu'on parle de fouilles aléatoires, quelqu'un dit « oui, mais ça risque d'être discriminatoire ». Eh bien écoutez, c'est lui qui le dit, donc écoutez. Eh bien écoutez, moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace, plutôt que de rester spectateur. Voilà, c'était ce matin, Alain Vidalis, et malheureusement ça en dit assez long sur les évolutions qu'on est en train de subir, et ça en dit très long sur l'adaptation et finalement la reprise de la rhétorique discriminatoire et stigmatisante au nom de cette lutte contre un ennemi de l'intérieur. Et je vais finir avec une phrase un peu moins trash quand même, en se disant qu'on a des tâches de solidarité, on a des choses à faire contre l'impérialisme, contre notre impérialisme, en solidarité avec les populations, en lutte, de la solidarité politique, de la solidarité matérielle, pas juste leur donner des leçons et leur dire ce qu'ils devraient faire. Je pense entre autres à la campagne BDS, qui a encore connu un énorme succès cet été. Tel Aviv plage, vous vous souvenez? Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire la fête dans les rues de Paris et célébrer l'État d'Israël. Ça a été une vraie défaite politique pour eux cet été. Ça a été une défaite parce que tout le monde a compris que non, on ne pouvait pas inviter l'État d'Israël dans les rues de Paris et célébrer ça. Même la mairie de Paris a été obligée de dire « oui, mais Tel Aviv, c'est pas Israël ». Ah, ok, on note. Bon, c'est faux. Mais au moins vous assumez qu'il ne faut pas inviter l'État d'Israël, ce qui est quand même un progrès assez notable. Donc il y a la campagne BDS, il y a la solidarité avec les Syriens, avec les Kurdes, on aura l'occasion d'en parler demain, la solidarité avec les militants BDS, victimes de procès, quelles que soient d'ailleurs les organisations qui portent plainte. Notre solidarité doit être inconditionnelle avec les militants BDS, parce que après tout, moi ce que j'aimerais,
et c'est ça, c'est cette phrase que j'aime répéter, d'Albert Einstein, c'est faire mentir pour une fois Albert Einstein, ce qui n'est pas évident quand même. Einstein qui disait « J'ignore la nature des armes qu'on utilisera pour la prochaine guerre mondiale, mais pour la 4e, on se battra à coups de pierre. » Ce serait bien qu'on évite ça. Je vous remercie. في حزب ضد الرأسمالية Camarades militants du NPA, تحية مسائية لكم جميعا. bonsoir tout le monde. أنا مندهش جدا لحجم التعاطف ولحجم الوعي ولحجم المساندة والوقوف مع قضايا المهاجرين وقضايا المهمشين على مستوى العالم. Je vous remercie pour votre esprit de solidarité et de votre compréhension. Bon, j'essaye hein, parce que je n'excelle pas. Hein, de votre esprit d'internationalisme envers les questions justes à travers le monde. Je salue ensemble vous. قديما قال العرب من تعلم لغة قوم أمن شرهم. ولكنني لا أتوقع شرا من أحد بل أتوقع منكم كل الخير. أرفض هذا المثل، بدل أن أقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم أقول من تعلم لغة قوم تواصل معهم بالإحساس بالمودة بالحب. Et il y a un proverbe arabe, un ancien proverbe arabe qui dit que celui qui apprend la langue d'un pays peut se munir du mal qu'ils peuvent leur faire. أنا لا أتوقع شرا منكم بل أتوقع كل الخير، لكنني أود أن أتواصل معكم بحب. فعدم تمكني من اللغة الفرنسية أثر علي على هذا الكلام كثيرا. Moi, je ne crains pas que vous me fassiez du mal, mais je m'adresse à vous. Je voudrais m'adresser à vous malgré l'obstacle de la langue qui m'empêche de m'adresser directement à vous. أقول أنه أينما توجد الرأسمالية الفاحشة يوجد الظلم، يوجد الفساد. لذلك أنا بينكم اليوم. Alors je dis que là où il y a le capitalisme sauvage, il y a la corruption et il y a l'injustice. لذلك أنا بينكم اليوم وأنتم حزب ضد الرأسمالية أكثر ارتياحا، فأنتم مكانا للحرية، مكانا للعدالة، مكانا لاحترام الآخر. Et je suis là parmi vous parce que vous êtes anticapitaliste et je suis en confiance avec vous parce que vous êtes un lieu où on peut exprimer les valeurs de justice, de liberté et de solidarité. يعتقد الكثير من الأوروبيون والفرنسيون على وجه التحديد أن عدم انتعاش الاقتصاد الأوروبي والفرنسي بالتحديد ذلك يرجع إلى الأعداد. Alors, beaucoup d'Européens croient que la crise économique dans laquelle vivent les pays européens revient à يرجع هذا إلى التدفق الهائل للمهاجرين على دول أوروبية. Et provoqué par l'immigration massive dont sont victimes ces pays, auxquels sont soumis ces pays. ويعتقدون أن ارتفاع الأسعار والبطالة كذلك أيضا بسبب استيلاء المهاجرين على فرص العمل وعلى الضمان الاجتماعي. Et donc, ils croient que le chômage, les problèmes sociaux dans ces pays proviennent de l'immigration massive. لذلك قررت كثير من الدول الأوروبية إلغاء بعض برامج الضمان الاجتماعي فيها. Et pour cette raison, certains pays européens sont en train d'abandonner leur politique de solidarité sociale et de sécurité sociale. الاتحاد الأوروبي في اجتماعاته الأخيرة في بروكسل قرر إنفاق أكثر من 120 مليون على الحد من الهجرة.
L'Union européenne a décidé lors d'une réunion récente de consacrer plus de 120 millions pour combattre l'immigration. أنا أقول هذه المبالغ الضخمة لو أنها أنفقت في مشاريع لوقف الأسباب الحقيقية وراء هذه الهجرة كان أفضل. Moi, je crois que si on avait consacré cette somme faramineuse à combattre les vraies raisons et les raisons profondes de cette immigration, ça serait beaucoup mieux. هنالك عديد من المفاهيم المتطرفة لدى الأحزاب اليمينية الآن تنادي باستبعاد المهاجرين وهذا يسبب لنا قلق باعتبارنا مهاجرون. Et il y a beaucoup de valeurs ou de revendications des partis d'extrême droite qui appellent donc à limiter et à combattre l'immigration et ça nous pose beaucoup de problèmes. وألمع الشعارات الانتخابية الآن في أوروبا للأحزاب اليمينية هي استبعاد المهاجرين. Le slogan le principal slogan de ces partis consiste à combattre les immigrés et à combattre l'immigration. أنا أدرك حجم المخاوف وسبب المخاوف لدى كل واحد منكم حتى بعض من عضويتكم في حزب ضد الرأسمالية ولكن أقول أن أيضا للهجرة أسباب إيجابية يجب أن تنظروا للأسباب الإيجابية الجوانب الإيجابية من الهجرة. Je suis conscient du problème que l'immigration peut poser pour la population en général et même pour certains d'entre vous ici au NPA, mais je vous demande de réfléchir aux conséquences positives que peut avoir l'immigration. أنا أقول أن السلاح الذي نتقاتل به في بلادنا وكان سببا وراء هجرتنا لا تمطره السماء من فوق ولكن يأتي من شركاتكم الأوروبية ومن دولكم التي تساند بعض الأنظمة الدكتاتورية في عالمنا. Moi je dis que les armes qui font qu'il y a une immigration massive venant de nos pays, ces armes-là proviennent des entreprises de vos pays, des entreprises européennes qui les produisent et qui les vendent chez nous. بعض الحكومات الأوروبية تتعامل أو تتلاعب على النقيضين يتحدثون عن الهجرة وفي نفس الوقت يتعاملون مع الحكومات الدكتاتورية في بلداننا. Certains pays européens jouent un double jeu. Ils combattent l'immigration et en même temps ils traitent avec nos gouvernements, je suppose nos gouvernements dictatoriaux qui sont en place. يعتقدون أن هذه الدول ومنها السودان على وجه الخصوص باعتبار أن فيه موارد ضخمة يعتقدون أن هذه الحكومات الدكتاتورية ستفتح لهم فرص الاستثمار في اقتصاديات هذه الدول ولكن أقول لهم أن هذه الحكومات ليست بالغباء لهذه الدرجة. Donc ils croient que ces gouvernements vont leur ouvrir les portes des investissements et vont qu'ils peuvent tirer profit de ces transactions avec ces gouvernements. هذه الحكومات الدكتاتورية ليست بهذا الغباء لتفتح لكم مجال للتعاون الاقتصادي. تعلم أنكم حينما تأتون إلى دولها هناك ستجلبون الديمقراطية ستجلبون الوعي وهم يريدون أن يقودوا شعوبهم بالجهل. Et ces gouvernements ne sont pas bêtes parce que ils savent que si vous venez investir dans nos pays, vous allez aussi apporter les valeurs de démocratie et de liberté, alors que eux, ils veulent maintenir leur peuple dans l'ignorance. أنا تحدثت في محاضرة صباحية عن أسباب الهجرة وعن بعض مقترحاتي لمعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة وحتى لا أكون مملا في الحديث
وددت أن ألخص حديثي في بعض الجمل. J'ai évoqué ce matin mes propositions pour résoudre ces problèmes et pour ne pas être très long, je vais évoquer ces propositions en quelques mots, en quelques phrases. تحدث الرفيق بكل طرافة عن حادثة حصلت في القطار عن البحث في الجيوب للتقليل من الإرهاب. Le camarade a évoqué avec humour la fouille des poches dans les trains. أنا أقول أفضل من أن تبحثوا في الجيوب أن تبحثوا في العقول لتعالجوا الأسباب الحقيقية للإسلاموفوبيا. Moi je dis que plutôt que de fouiller dans les poches et dans les affaires, il vaut mieux fouiller dans les cerveaux pour trouver les raisons de l'islamophobie. على الرغم من المعاناة والمخاوف التي نعيشها نحن كمهاجرون في بلداننا وبعد أن أتينا إلى أوروبا. Malgré nos souffrances et nos problèmes quand nous vivions chez nous, quand nous sommes venus ici, إلا أننا نظل ننظر في آخر النفق إلى بصيص من الأمل وإلى بصيص من الضوء. nous continuons à regarder au loin et à espérer un espoir et une petite lumière qui peut advenir ou venir. وكل ذلك الأمل وكل ذلك الضوء في آخر المطاف بسببكم أنتم، بسبب نضالاتكم، بسبب وقفتكم معنا. Et cet espoir que nous avons et cette lumière que nous attendons, elle vient de votre soutien, de votre présence à nos côtés et de votre solidarité avec nous. أحييكم وأحيي نضالاتكم وأشكر جهدكم معنا ودمتم ودامت نضالاتكم ودامت وقفتكم ووقفتنا سوية. شكرا. merci. Je vous salue, je salue vos combats et vive le NPA et que vous restiez à nos côtés, voilà, pour toujours. Sans transition, pour dire une conviction, je ne suis pas dans le micro, voilà, pour dire une conviction, on l'a dit depuis le début de ce meeting, on est anticapitaliste, on est internationaliste, on est des militants de la solidarité, donc de manière évidente, on est des militants et des militantes qui vont s'impliquer de manière massive dans la mobilisation qui aura lieu au moment de la COP21 pour, comme on dit sur nos affiches, changer le système et pas le climat. Alors, pour vous parler de la crise climatique, je sais pas, je pourrais vous dire que le dernier mois de juillet a été le plus chaud sur la planète depuis qu'on enregistre les températures, c'est-à-dire depuis 1880. Et que c'est pas seulement ce mois-là qui est le plus chaud, mais que c'est toute cette année 2015 qui est l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue. Que de la même façon, la température des océans n'a jamais été aussi élevée qu'elle est en ce moment-là. Et puis, sinon, je pourrais éventuellement vous parler des inondations qui ont lieu juste à côté d'ici, qui n'est qu'un nouvel épisode. Mais en fait, si on réfléchit, parler de ça et dire les choses comme ça, en fait, ça fait un peu anecdotique par rapport et au regard de la catastrophe silencieuse mondiale qui est actuellement en marche. Alors souvent les camarades disent mais pourquoi on met au centre cette question du climat et puis en même temps comme les capitalistes et le gouvernement parlent pas mal de cette climat-là, de cette question-là, c'est un peu louche. Bon, c'est un peu bizarre et c'est vrai que les crises dites écologiques, les catastrophes écologiques, elles sont nombreuses.
Voilà, on pourrait parler de la catastrophe industrielle de Tianjin qui fait, avec cette explosion dans un des 10 plus grands ports du monde, qui fait 114 morts, qui fait plus de 700 blessés, qui déverse des tonnes de cyanure de sodium dans les cours d'eau avec des taux qui sont 300 fois supérieurs au seuil de tolérance. Voilà. Et puis en même temps, on pourrait se dire que ça, en même temps, c'est tout petit par rapport à la catastrophe que représente un accident dans une centrale nucléaire. Voilà. On peut aussi se dire, au titre des catastrophes écologiques, des crises écologiques, que l'accès à l'eau potable, l'accès aux terres cultivables, l'accès aux ressources de pêche, aujourd'hui, la privation de ces accès-là met en cause la survie de millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans le monde. On peut dire aussi qu'on est sans aucun doute à la veille d'une 6e extinction massive des espèces vivantes. Mais ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que cette question du changement climatique, elle est clé parce que les échéances sont extrêmement courtes et qu'en même temps, cette crise-là, elle se combine et qu'elle aggrave quasiment l'ensemble de ces autres crises écologiques. Donc pour dire les choses rapidement, ces effets sont plus rapides et plus globaux. Et ces manifestations, c'est très rapidement une hausse du niveau des océans. Il faut savoir que plus qu'un habitant de la Terre sur 10 vit à moins de 1 mètre au-dessus du niveau des océans. Et que donc, cette élévation des océans, elle peut concerner extrêmement rapidement des millions et des centaines de millions de personnes. Qu'on assiste aussi à une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, que ça veut dire plus de tempêtes, plus de cyclones, plus de sécheresse à un bout, plus d'inondations à l'autre et plus de canicules. Donc il n'est pas exagéré de parler de catastrophe. L'OMS a conclu que le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 morts supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Bon, dans ces morts, il y a des morts de personnes âgées à cause de la chaleur excessive, il y a des morts de la diarrhée, il y a des morts du paludisme, et puis il y a 95 000 morts dues à la sous-alimentation des enfants. Il y a d'autres études qui mettent en évidence une augmentation des conflits armés liés à ce changement climatique. Et d'ores et déjà, on est entre 2008 et 2013, 165 millions de personnes qui ont été déplacées suite à une catastrophe climatique, et l'ONU prévoit que ce sera 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Donc, c'est pas simplement d'une crise climatique qu'il s'agit, mais c'est bien d'un crime climatique. Naomi Klein dit ça autrement. Elle dit « Le dérèglement climatique, c'est l'expression atmosphérique de la guerre des classes. » Parce que bien évidemment, de toutes ces catastrophes, de tous ces fléaux, ce sont les pauvres qui sont les premières victimes. Alors, les alertes, elles ont été nombreuses, les causes, elles sont connues, les mesures à prendre, elles sont connues aussi. Les alertes, c'est qu'il ne faudrait pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre. En fait, raisonnablement, c'est plutôt 1,5 degré d'augmentation qu'il ne faudrait pas dépasser. Les causes de ce réchauffement climatique, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et la solution, les réponses, c'est qu'il faut impérativement laisser 80% des réserves connues de combustibles fossiles, c'est-à-dire le gaz, le charbon, le pétrole, qu'on doit laisser sous la terre et qu'on ne doit pas exploiter. Alors, les arguments chiffrés, on les a, les arguments raisonnables, on les a, mais force est de constater que ça n'a absolument pas convaincu ceux qui doivent décider, et que depuis que ces alertes ont été données, en fait, les émissions de gaz à effet de serre non seulement n'ont pas reculé, mais elles ont augmenté. Alors devant nous, on a cette fameuse COP21, cette fameuse conférence, et le gouvernement nous promet ce qu'il appelle un accord ambitieux. Ce qui est certain, c'est que d'ores et déjà, on sait ce qui va sortir de cet accord, puisque les plus grands pollueurs, en fait, ont déjà annoncé ce qu'ils allaient faire, ou plus exactement ce qu'ils n'allaient pas faire, et que en donnant la trajectoire, en fait, on va avoisiner les 3,5-4 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que la catastrophe, elle est d'ores et déjà certaine. Mais en même temps, comme il faut anticiper, enfin, c'est pas difficile parce que ça on le voit déjà, il y a une fantastique campagne de communication
pour nous dire que ça va être un accord ambitieux, qu'on est arrivé, qu'on est vachement content, etc., etc. Donc moi, je vais juste vous donner une sorte de petit crash test, un petit machin, une petite grille de dépistage, comme vous allez en bouffer matin, midi et soir. C'est le petit truc que vous sortirez comme ça, puis vous vous poserez quatre questions en entendant ce qu'ils vont raconter sur les négociations. La première question, c'est... Est-ce que oui ou non, il y a des décisions qui, d'une manière ou d'une autre, sont à la hauteur en termes de réduction? Donc ça, c'est pas compliqué. Il faudrait réduire tout de suite, en commençant immédiatement, d'au moins 10% par an les émissions de gaz à effet de serre. Toute décision qui est en deçà de ça, ça compte pas. J'allais dire un gros mot. Bon. Ils ont mauvaise réponse sur cette case-là. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les solutions qu'ils mettent en avant? Et là, il y a 2 ou 3 mots que vous pouvez débusquer, c'est-à-dire les fausses solutions. Donc dans les mots, il y a nouveau marché carbone, il y a capture-séquestration, il y a aussi un joli mot pour capture-séquestration, c'est charbon propre. Charbon propre, donc ça, c'est pourri aussi. Et puis évidemment, il y a nucléaire. Troisième question qu'il faut vous poser, c'est et la dette écologique. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont les principaux pollueurs, ceux qui sont les principaux responsables, est-ce qu'ils sont en gros prêts à mettre la main au portefeuille? Bon, et là, c'est pas compliqué, puisqu'ils sont, déjà, ils avaient prévu pas assez, ils sont très nettement en deçà de ce qu'ils avaient prévu, et en gros, pour reprendre une autre formule, on pourrait dire que, en gros, si le climat avait été une banque, ça fait longtemps qu'il aurait été sauvé, puisqu'ils ont dépensé, ils ont annoncé qu'ils mettraient au pot commun infiniment moins que ce qu'ils ont déjà dépensé pour sauver les banques. Et puis la dernière question, mais ça on en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment quel est le sort qui est réservé aux réfugiés climatiques. Et ça, on sait que d'ores et déjà, il n'y a aucun statut de prévu, et on voit déjà comment sont traités tous les autres migrants. Alors, il n'y a rien à attendre des négociations, mais il y a en revanche beaucoup à attendre de la mobilisation. Je rappelle très rapidement les dates et les échéances. Très rapidement, des premières mobilisations dans le dernier week-end de septembre, les 26-27 septembre, et puis des mobilisations au début de la COP, les 28 et 29 novembre, et puis une grande manifestation, une manifestation internationale le 12 décembre, et c'est important que cette manifestation, elle soit positionnée après les négociations, parce que c'est une mobilisation pour dire qu'on aura le dernier mot, et qui pose d'ores et déjà, dans les faits, le fait qu'on ne leur fait pas confiance. Alors c'est une mobilisation dans laquelle, si j'ose dire, parce que c'est pas dans le moment, mais les anticapitalistes devraient se trouver comme des poissons dans l'eau, avec des réponses et des propositions qui répondent en même temps à la crise sociale et à la crise écologique, puisque nous ne pouvons être ni de ceux qui vont négliger les impacts sociaux des mesures environnementales à prendre, ni ceux qui estiment que, en gros, la priorité est sociale et puis que l'environnement on pourra toujours voir après, parce que l'environnement, ce serait un problème de riches. J'espère que vous l'avez toutes et tous compris. L'environnement, c'est d'abord et avant tout un problème de pauvres, et c'est à eux et elles de s'en occuper en premier. Et donc, des anticapitalistes qui doivent être dans cette mobilisation avec des propositions radicales, parce que seules les propositions radicales sont à la hauteur des enjeux. Des propositions radicales qui veulent empêcher les capitalistes de continuer à nuire, et donc qui se donnent les moyens de reprendre la main, de reprendre le contrôle pour décider, pour planifier, pour contrôler démocratiquement. Et ça, évidemment, ça passe par l'expropriation des grands groupes capitalistes, à commencer par ceux de l'énergie, à commencer par ceux de la finance et de la banque. Et puis en même temps, il faudra tout changer, il faudra une transition qui soit à la fois sociale et écologique, une transition qui change tout, pas simplement sur les questions de l'énergie, mais aussi sur les questions du transport et aussi sur les questions de l'agriculture. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, ça permet de répondre à d'autres questions. Par exemple, la question à laquelle on est confronté aujourd'hui autour de la crise de l'agriculture, autour de la crise de l'élevage industriel, qui impose de rompre avec ce système et qui permettent aussi de répondre à la fois à cette crise alimentaire, à cette crise agricole et en même temps à la crise climatique, par exemple en développant une agriculture écologique qui est à la fois bonne pour notre santé et bonne pour le climat. Alors,
c'est une mobilisation qui nous intéresse comme anticapitalistes parce qu'aussi c'est une des mobilisations dans lesquelles on retrouve le plus de jeunes. Et évidemment, quand on veut défendre un projet de transformation de la société, bah, c'est plutôt mieux d'envisager de le faire avec des jeunes. Bon. Et puis c'est une mobilisation qui s'appuie sur deux piliers qui sont toujours extrêmement importants, qui sont le pilier des résistances, de tous celles et ceux qui résistent, par exemple, aux grands projets inutiles imposés, aux grands projets destructeurs, celles et ceux qui résistent à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes, et puis c'est plus petit, mais comme c'est à côté de chez moi, à la ferme des Bouillons, de celles et ceux qui résistent contre l'exploitation des gaz de schiste, de celles et ceux qui résistent au nucléaire. Et là, j'ai une pensée particulière pour les camarades qui ont tenu le camp à Bure contre le projet CIGEO, puisque le nucléaire, c'est le problème, évidemment, des centrales et des EPR qu'il ne faut pas construire, mais c'est aussi le problème des déchets. Et puis le deuxième pilier de cette mobilisation, c'est le pilier de ce qu'on appelle les alternatives. Parce que oui, dans cette situation, c'est pas un luxe de prouver et de démontrer que pratiquement on peut faire autrement, parce qu'une partie de leur force, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas d'alternative à leur système, qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et oui, à partir de ces résistances, à partir de ces alternatives, oui, on peut produire de la politique, on peut construire une perspective qui soit une perspective émancipatrice, qui soit une perspective qui donne envie. Alors, on va être dans cette mobilisation parce qu'on veut la construire, mais parce qu'on pense que c'est une véritable révolution qui est nécessaire, qu'il faut non seulement partager les richesses et partager le temps de travail, comme on le chante, mais qu'il faut aussi décider de ce qu'on produit, de comment on le produit, que oui, c'est un vrai changement de civilisation, que c'est une transition vers une nouvelle société, que c'est une société dans laquelle on choisira nos vies au lieu de crever de leurs profits. Et puis, encore pour citer Naomi Klein, ça change tout, ben c'est tant mieux et ça tombe bien, ou pour le dire autrement, écosocialisme ou barbarie, c'est plus que jamais d'actualité. Donc je conclus le meeting pour parler de nous, de notre parti, comment on se prépare à la rentrée sociale, à la rentrée politique, qui s'annonce pas forcément plus chaude que l'été, mais en tout cas voilà, on a envie de discuter de comment on appréhende la période, comment on se prépare à tout ça, et avant je pense qu'on est un peu obligé de discuter de dans quel contexte on se situe, hein, puisqu'on voit tous quand on milite les difficultés auxquelles on est confronté, donc on est un peu obligé de faire le point là-dessus, de mesurer un peu tout ça, et puis et après de discuter quand même que dans ce contexte-là, il y a des tas de choses à faire. En tout cas nous on a des perspectives, on a des espoirs, et c'est tout ça qu'on va avoir envie de défendre. Donc sur la situation actuelle, il y a plusieurs choses qui vont très mal. Il y a évidemment la violence de la crise, crise économique, crise écologique, on en prend plein la tête, hein, pour le dire poliment. On voit un gouvernement qui multiplie les attaques, on sait que ça va se multiplier dans la période qui vient, on voit une offensive patronale, une arrogance patronale, on voit des discours, une propagande, on étouffe tellement il y a des tas de choses qui sont dites parce que finalement il faudrait qu'on accepte toujours plus de sacrifices. On sait que ça va continuer, en tout cas on sait que eux ils veulent que ça continue. On est dans ce contexte-là, et un contexte où on a du mal un peu à imaginer comment on peut échapper à ça, quelles sont les portes de sortie à tout ça. Donc voilà, c'est ce contexte. Ça rajoute à ça évidemment un climat répressif, ça a été abordé plus ou moins par les autres camarades, un climat répressif contre le mouvement syndical, contre toute forme de lutte, que ce soit, on a vu à Sivins, même une brutalité dans la répression, les violences policières au quotidien, et derrière c'est la justice qui s'en mêle. Quoi qu'on fasse, ou qu'on résiste, on se prend ça dans la tête encore une fois, comme une manière de dire fermez-la, ne bougez plus, accepter tout ça. Donc c'est aussi ce contexte-là qui est très marquant, et on a plutôt l'impression que c'est parti pour s'aggraver, encore une fois, si on ne trouve pas les voies pour s'en sortir. Donc voilà, ça c'est le contexte. Alors, manque de bol, on a, et puis j'ai oublié un petit truc, c'est aussi, on n'ose plus dire la remontée des idées réactionnaires, parce qu'elles sont bien présentes, et puis ça se développe, et ça s'imprègne, mais on a aussi ça, ces idées réactionnaires, ces préjugés racistes, sexistes, et on voit que ça pénètre aussi les têtes des milieux populaires, de nos collègues, de nos proches, et on voit bien que ça contribue à diviser, ça contribue à affaiblir notre camp, et tout ça c'est très pesant, et ça fait partie aussi de notre quotidien. Donc voilà, donc il y a tout ça, je veux pas vous démoraliser surtout, mais enfin bon, c'est encore une fois, ça fait partie du contexte dans lequel on milite. Et manque de bol, à côté de ça, alors qu'on aurait toutes les raisons de se révolter, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour se battre, pour dire merde à tout ça, et bien on a du côté du mouvement ouvrier ou du côté des organisations ouvrières, je sais pas, on peut utiliser plein de mots, mais au minimum, il y a une désertion
inaction ou un attentisme, une résignation, on ne sait pas. Mais c'est vrai que du côté du mouvement syndical, du côté des directions syndicales ou du côté de ce qu'on pourrait appeler les appareils syndicaux, il n'y a aucune perspective de confrontation, aucune perspective de lutte. On est là, il n'y a plus rien. Il y a même une complicité, voire même directe avec certains syndicats. Donc voilà, ça c'est un gros handicap. Et après, la difficulté qu'on a, c'est comment on bouscule tout ça. Mais ça, c'est un handicap. Et l'autre handicap aussi, c'est du côté des forces politiques, ce qu'on pourrait appeler la gauche de la gauche radicale. Enfin, on fait partie un peu de cette famille-là aussi. Hein. Eh bien, ça va pas fort de ce côté. Hein. Bon, on va parler de nous après, hein, parce que rigolez pas, mais on a aussi des soucis. Mais on peut parler du Front de gauche. Le Front de gauche qui fait partie des camarades auxquels on est le plus proche, avec qui on se bat au quotidien. Ben, on voit ce groupement de partis qui est coincé entre d'un côté un patriotisme, un chauvinisme bête qui s'exprime bien souvent par Mélenchon, et d'un autre côté un refus de rompre avec le PS et ses alliés, un refus de se démarquer des institutions, et on voit bien que finalement tout ça c'est sans perspective, ça mouline un peu dans le vide, et ça bon c'est pas nous directement, mais bon c'est un handicap aussi pour nous, pour se réveiller, pour se battre, et voilà, donc ça contribue encore une fois à peser dans le contexte aujourd'hui. Je sais pas si on peut applaudir ça, mais et un aspect, là ça nous concerne directement, c'est nous, c'est notre parti, c'est le cadre dans lequel on milite aujourd'hui. Ben on voit bien que là aussi c'est difficile, on n'est pas le parti qu'on rêvait d'être il y a 6 ans quand il y a eu la fondation. On voit bien les difficultés qu'on a, on voit bien, je vais pas insister là-dessus, on m'a dit de pas trop insister là-dessus, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est un problème qu'il faut qu'on a ça dans la tête, on sait que c'est un problème, et on sait qu'on a en interne des difficultés, des conflits qui nous paralysent, ou en tout cas qui quelque part nous empêchent de nous exprimer complètement. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on discute entre nous, là on est entre nous, donc ça va, il n'y a pas de témoignage extérieur, mais on a besoin d'en discuter, il faut qu'on s'en sorte, parce que la question et l'enjeu qui est énorme, c'est qu'on puisse être efficace dans la période qui vient, et on a besoin d'unité, on a besoin de faire la paix entre nous, on a besoin de discuter fraternellement, ça c'est fondamental, il faut qu'on y arrive. Parce que le parti qu'on veut construire, le NPA, le projet qui date aujourd'hui de 2009, c'est-à-dire l'intention de construire un parti anticapitaliste, écologiste, antiraciste, internationaliste, enfin bon la liste est longue, mais ce parti indépendant, ce parti qui soit un outil pour les opprimés, pour notre camp, il y a besoin de le construire. Mais ce projet-là, il est toujours d'actualité. Même si on peut considérer qu'on a du mal, qu'on a un peu échoué, n'empêche que c'est à l'ordre du jour, et c'est le combat qu'on veut mener, c'est celui-là, c'est reconstruire, redévelopper ce parti-là et arriver à être efficace et à jouer le rôle utile dont tout le monde a besoin. Ce parti, on n'a pas besoin de l'inventer, il existe de toute façon. Moi, j'ai envie de parler de tous ces militants du NPA dans les villes, ces équipes militantes qui résistent au quotidien, parfois pas très nombreux, mais qui tiennent la route, qui sont de tous les combats. Alors Christine, Julien ont énuméré quelques combats, mais partout, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une bataille, on y est. Là où on peut, évidemment. Là, on a des militants. On est dans des collectifs, on construit des collectifs, on fait vivre des collectifs. Dès qu'il y a un soutien aux salariés, on y va. Les luttes comme Sivens, comme Bure, centre d'enfouissement nucléaire dont tu as parlé, Christine, c'est des batailles qu'on mène. On tient tout ça. On lâche pas. Les manifs antiracistes, le soutien aux sans-papiers, le soutien au peuple palestinien. Vous rappelez-vous l'été dernier, toute la difficulté qu'il y avait de pouvoir manifester, d'exprimer la solidarité, mais même face à l'interdiction, on prenait l'initiative d'en faire, et ça c'était des camarades du NPA partout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer, c'est que même dans une situation où c'est pas si simple que ça, on existe, on est là, et le parti, la perspective de lutte, la perspective anticapitaliste, on arrive à la faire vivre aujourd'hui. On le voit aussi dans les réunions publiques qu'on organise. Alors certes, on est moins nombreux que ce soir, dans pas mal de réunions publiques, mais on voit le regard qui est porté sur nous par des sympathisants, par des militants avec qui on travaille au quotidien. On voit bien que des gens veulent discuter, ont besoin de discuter des perspectives. Et nos réunions, elles servent à ça, des débats, des discussions. Et on voit aussi des gens qui reviennent vers nous, des gens qu'on recrute dans les discussions aujourd'hui pendant l'université d'été. On voit bien que partout, il y a ou des jeunes ou des moins jeunes qui reviennent, ou des nouveaux qui arrivent
Donc ça montre que quelque part ce qu'on défend, en plus de la sympathie que ça suscite, parce que il y a beaucoup, on le voit aussi dans les ventes publiques, on le voit dans toutes nos activités, il y a de la sympathie, on permet de discuter, on permet de poser les problèmes et parfois d'y répondre. Bon, tout ça, ça existe aujourd'hui. Là encore une fois, la question c'est comment on arrive à organiser tout ça et à devenir un outil qui soit vraiment efficace dans la période qui vient. Donc ça, je pense qu'on a cet espoir-là. Si on est là, c'est parce qu'on a envie de ça et à toutes les raisons de croire qu'on peut y arriver pour de bon. D'ailleurs, à l'université d'été, si j'ai bien compris, on est plus nombreux que l'année dernière. Et ah non, mais c'est sérieux. Et ça faisait, je crois, 4 ans que d'année en année on était moins nombreux et là on est plus nombreux. Et alors on peut toujours dire bon c'est un petit ouais bon pourquoi pas, mais c'est certainement un signe. C'est un signe qu'on a touché le fond et qu'on remonte. Et nous donc, c'est le projet anticapitaliste, c'est mettre en avant ces idées de rupture avec ce système-là, de combat, d'affrontement avec les classes possédantes. Et ces idées-là, elles ont été remises à l'ordre du jour d'une certaine manière par ce qui se passe en Grèce. Armel l'a abordé, je vais en reparler un petit peu, parce que tout l'été a été marqué par cette actualité-là. Et pour une fois, il y avait une actualité où quelque part on espérait un truc, on espérait un changement. On voyait bien que la révolte, enfin qu'en tout cas la lutte du peuple grec, eh bien, elle permettait de poser le problème de la lutte contre l'austérité. On a vu un bras de fer entre un gouvernement, même si il n'avait pas un programme forcément très radical, mais on a vu ce bras de fer entre un gouvernement, Syriza, et l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. On a vu ce bras de fer et ça a été la démonstration de cette Union européenne profondément antidémocratique et même avec une certaine brutalité, comment ils ont essayé non seulement de faire la leçon au peuple grec, mais de faire la leçon à l'ensemble des peuples européens, c'est-à-dire il faut surtout pas espérer une autre politique que les politiques d'austérité. Donc là aussi, on a bien vu une attitude de l'ensemble des gouvernements européens, parce qu'on peut toujours discuter Merkel la méchante, oui, la bourgeoisie allemande, elle a montré ce qu'elle était capable de faire, ce qu'elle avait envie, mais y compris notre propre gouvernement, même si c'est plus sournois, même si c'est plus hypocrite, ce gouvernement Hollande avec Sapin, eh bien c'est la même politique contre les peuples qui a été menée. Donc il y a eu cette démonstration-là, de faire taire les peuples, et encore une fois, pas que le peuple grec. Ensuite, il y a une autre démonstration, c'est que finalement un gouvernement réformiste, avec un programme plus ou moins radical, mais plutôt moins. Mais en tout cas, on voit bien qu'un gouvernement réformiste aujourd'hui n'est même plus en mesure d'appliquer des réformes, ses propres réformes. Tellement en face, il y a un camp social qui refuse toute concession. Donc ça montre bien toutes les limites et même l'impossibilité aujourd'hui du réformisme. Et c'est en ça que ça remet au goût du jour et c'est en ça que ça permet de discuter des solutions de rupture avec le système capitaliste, mais pas que le système capitaliste, c'est aussi les ruptures avec l'Union européenne, avec l'Europe des banquiers, l'Europe des capitalistes telle qu'elle est défendue depuis un bon moment. Donc c'est cette perspective-là qu'on défend, la rupture. Oui, évidemment, un programme. Alors en Grèce, on peut discuter, il faut qu'on discute un peu partout de la question de la dette. Oui, nous on pense qu'il faut l'annuler. Comment on peut le faire? Mais en tout cas, ça c'est à l'ordre du jour. Il y a la question des banques, la socialisation des banques, faire un véritable service public des banques et du système de crédit. C'est incontournable, il faut le préparer, il faut qu'on discute de ça. Il faut qu'on discute tout simplement de l'expropriation des secteurs vitaux de l'économie. Il faut enlever les moyens de nuire à la bourgeoisie. Il faut qu'on prenne la main tout ça. Et au bout du compte, la question grecque, elle remet au goût du jour tout simplement le problème de propriété, le problème de pouvoir, parce que c'est qui dirige, c'est ça qui est déterminant, c'est qui possède. Et c'est pas qu'une question de monnaie, c'est pas qu'une question de est-ce qu'on change l'euro, on sort de l'euro ou pas. C'est fondamental, c'est la question de la propriété, c'est la question d'un pouvoir. Et nous, on défend l'idée du pouvoir de notre camp social. Et donc, c'est forcément l'affrontement avec le camp des capitalistes. Donc la rentrée pour nous, même si on sait que, je reviens un tout petit peu sur les difficultés, on sait que la rentrée va être dure, on sait qu'il y a pas mal, mais n'empêche que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on peut se dire qu'il y aura des surprises. Parce que la surexploitation, la suroppression, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut faire le pari que ça va déclencher des coups de colère. Des coups de colère, on sait qu'il peut y en avoir parce qu'il y en a eu récemment. Alors on peut reparler encore une fois de ce qui se passe en Grèce, de ce qui se passe en Espagne aussi, parce qu'on voit bien que ça bouillonne et que même si les chemins de la contestation sont pas simples,
simple qu'avec Podemos, on voit bien des difficultés dans le programme et dans les aspirations, en tout cas dans les objectifs, mais n'empêche qu'il se passe quelque chose en Espagne. Tout ça, ça ne peut que nous redonner l'espoir et la pêche pour se battre. Et puis il n'y a pas que là, il y a aussi, on le voit bien, des contestations sociales. Bon, en Angleterre, en Belgique, on voit bien aussi, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu la Turquie, les mouvements sociaux, il y a eu le Brésil. Bon, et puis dans tous les continents, il se passe des choses. Nous, on compte là-dessus. C'est qu'à un moment donné, ce système pourri qui provoque la misère et la famine et qui provoque l'humiliation des millions de gens, eh bien, ça peut péter. Et nous, on compte là-dessus et c'est ce pari-là qu'on fait. Et ce pari-là, il est réaliste, il n'est pas fou. Donc après, nous, c'est comment on se projette dans la période qui vient, dans les semaines qui viennent, nous, ici en tout cas en France. Eh bien, c'est ça. C'est jouer ce rôle-là, ce rôle de préparer les luttes, de discuter de la convergence, de la coordination, de discuter des perspectives, de comprendre le système dans lequel on vit, de comment on peut construire tout ça. On sait qu'on n'est pas les seuls, on sait qu'on a d'autres militants autour de nous, des camarades, syndicalistes, associatifs, politiques. Et bien tout le problème, c'est comment on crée le lien, comment on redonne confiance à chacun, comment on arrive à refiler la pêche, à se dire qu'on a tout intérêt à débattre ensemble des orientations et de comment on peut faire. Donc c'est ça la rentrée pour nous. Alors on sait qu'il va y avoir des rendez-vous précis. Bon, il y a, je crois, le mouvement des hospitaliers à Paris qui continue, il y a des manifestations en perspective. Alors désolé, j'ai pas les dates en tête, mais je crois que c'est le 18 septembre. 17 septembre, je me suis trompé d'un jour. Il y a des rendez-vous. C'est peut-être pas le plus important, c'est pas ce que ça donnera, mais le 8 octobre, il y a le rendez-vous interprofessionnel, l'appel des syndicats. Bon, c'est un peu le rendez-vous obligatoire pour la rentrée, mais on essaiera quand même, nous, de faire en sorte que ce rendez-vous, ce soit le début de l'expression d'une colère et peut-être une journée qui offre une perspective pour la suite, parce que c'est ça qui va être fondamental. Et puis après, évidemment, il y a la question des migrants, il y a des manifestations qui se préparent à Calais, à Douvres, rapidement, pendant le mois de septembre, ça se discute en tout cas. Il y a la question des sans-papiers, de la solidarité, il y aura des rendez-vous aussi. Bon, voilà, des rendez-vous, il y en a plein. Bon, alors nous, NPA, on sait qu'on est de tous les combats, on sait qu'on va un peu partout, ben ça va être tout ça qu'il va falloir essayer de faire, et en même temps de la discussion de comment on coordonne ces résistances-là, comment on se prépare à une véritable convergence et tout simplement à la construction d'une mobilisation profonde. Bon voilà, bon, c'est ça notre mission. Notre mission, je sais qu'il y a des camarades qui ne voulaient pas que je parle comme ça, mais nos objectifs c'est ça, c'est se retrouver, défendre ça, et on sait que là on a largement les moyens de le réussir. C'est pas pour se dire, pour se raconter des histoires, mais voilà, de toute façon en réalité on n'a pas le choix. Voilà, donc je finis là-dessus et bonne soirée.